Et on dit bonjour à YouTube. Alors, je vais vous lire le résumé du livre que nous allons lire aujourd'hui. Et si un jour, subitement, votre petite sœur se transformait en créature de cauchemar? Si, au cours d'une banale dispute, elle cherchait à vous assassiner? Et si, comble de l'horreur, vous étiez le seul au courant de sa métamorphose et que tout le monde vous croyait fou? Cyril échappera-t-il à l'esprit vengeur qui a pris possession de sa petite sœur? Eh ouais, ça donne envie, hein. J'espère que vous avez tout ce qu'il vous faut. Eau, thé, petit gâteau. C'est parti. Ne vous disputez jamais avec un spectre par Gudule. Chapitre 1. On déménage. Déménager, je trouve ça génial. Surtout que là où on vit, c'est vraiment pas la joie. Imaginez un HLM aux trois quarts déglingué dans une cité pourrie. On habite au 8e étage et la moitié du temps l'ascenseur tombe en panne. L'autre moitié, c'est la colonne du vide-ordures qui se bouche. Résultat, quand on n'a pas une demi-heure d'escalade pour arriver chez soi, on est envahi par les ordures des voisins qui atterrissent dans notre cuisine. Mais le pire de tout, c'est la bande à Manu. Une dizaine de loustiques complètement cinglés. Ils ont beau être à peine plus vieux que moi, ils font la loi dans la cité et fichent la trouille, même aux adultes. Mais t'en dis un. Il a combien un livre? Pose-toi tranquillement et écoute avec nous. Tout le monde ici rêve d'aller vivre ailleurs, mais personne ne peut, à cause du prix des loyers. Aussi, quand papa est arrivé un soir en brandissant la lettre du notaire, on s'est dit que nous, on avait une sacrée veine. Nous sommes 4 à la maison, sans compter Rambo, mon hamster. Papa, maman, Violette et moi, Cyril. J'ai 14 ans, Violette 10. Rambo doit avoir autour des 6 mois, mais chez les rongeurs, ce n'est pas facile à déterminer. Coucou Autumn Witch. Je suis une petite sœur Lordiane et je suis une petite sœur adorable. Ce soir-là, je m'en souviens très bien. Maman avait préparé des nouilles au gratin. Tout l'appartement sentait le gruyère râpé et Violette n'arrêtait pas de tourner autour du four en se pourléchant les babines. Papa est rentré du travail et on a tout de suite compris qu'il avait quelque chose d'extraordinaire à nous annoncer. Son sourire remontait jusqu'à ses oreilles. D'habitude, après sa journée de boulot, il tire plutôt une tête de 3 pieds de long. Surprise! A-t-il dit en tendant une lettre à maman. Elle s'est plongée dedans, et à mesure qu'elle la lisait, son visage changeait. Elle a d'abord ouvert des yeux ronds, une bouche ronde, puis elle est devenue toute rouge et, enfin, elle a applaudi. On aurait dit une petite fille devant un gâteau d'anniversaire. Ma sœur en était malade de curiosité. C'est quoi, c'est quoi répétait-elle en trépignant avec des bonds de grenouille. J'ai essayé de jeter un coup d'œil par-dessus l'épaule de maman, mais elle s'est enfuie en riant. Jamais je n'avais vu ma mère aussi folle. Nous avons traversé l'appartement l'un derrière l'autre, et une fois arrivée au salon, elle s'est retournée, m'a attrapée dans ses bras et s'est mise à danser. J'étais si éberluée que je me suis emberlificotée les jambes. Si elle ne m'avait pas retenue à temps, j'aurais fini sur la moquette. Enfin, elle a lâché le morceau. On s'en va d'ici, les enfants. On part vivre à la campagne. Violette, qui arrivait à ce moment-là, a cru qu'elle lui faisait une blague. N'importe quoi. Non, non, a assuré papa. C'est la vérité. Mon oncle Benjamin, que je ne connaissais à peine, vient de mourir, et nous sommes ses seuls héritiers. Il nous laisse une grande maison en Seine-et-Marne, à une 50aine de kilomètres d'ici. Wahouh! A hurlé Violette entre deux pirouettes. Des fois, je me demande comment elle fait pour gigoter autant. Ma parole, elle doit être montée sur ressort. Et il y a un jardin, a ajouté papa. 5 hectares plantés d'arbres, une vraie forêt. Cela est tellement subit, tellement inattendu, a murmuré maman. Cette histoire me donne le tournis. J'ai l'impression de rêver. Et elle s'est pincée, au cas où. Pince-moi aussi, a réclamé Violette. Je préfère me réveiller tout de suite, avant d'y croire vraiment. Après, je serai trop déçue. Nous irons visiter notre nouveau home dimanche, a déclaré papa. Et s'il vous convient, on déménage à la fin du mois pro. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. On a crié « Ouais !» tellement fort, Violette et moi,
que les murs du HLM ont tremblé. Voilà pourquoi, ce matin, nous avons tous embarqué dans la voiture. Destination, la Seine-et-Marne. C'est en région parisienne, si vous vous demandez où c'est. C'est le 7-7, si je ne me trompe pas. C'est le début de l'automne, mais il fait un temps de plein été. Le soleil brille comme si on l'avait astiqué au miroir. Référence de vieux. Le long de la route, des arbres rouges, jaunes, oranges se détachent sur le ciel bleu. C'est presque aussi joli qu'une pub télé. À côté de moi, Violette ne tient pas en place et je commence à en avoir assez de ses coups de pied dans les tibias. Arrête de gigoter, on dirait un poisson hors de l'eau. Pour toute réponse, elle me tire la langue. Ma sœur n'a pas très bon caractère. Maman dit toujours que papa la gâte trop, mais il n'est pas le seul. Elle aussi, elle lui passe tous ses caprices. Il n'y a que moi qui l'envoie promener, cette punaise. Alors, évidemment, on se dispute souvent. C'est encore loin, pas? Un peu de patience, ma puce. Nous traversons des villages inconnus, des champs remplis de vaches, des bois où chantent les oiseaux. Dommage qu'on n'ait pas emmené Rambo, dit Violette, le nez collé à la vitre. Je suis sûre que ça lui aurait plu, cette balade. Je hausse les épaules. Tu sais bien qu'il est malade en voiture. Justement, le grand air, c'est bon pour la santé. Tu le fais exprès d'être aussi bête? Je te dis qu'il ne supporte pas le trajet. Ça le fait vomir. Tu n'as jamais entendu parler du mal d'auto? Au lieu de vous chamailler, regardez donc ce merveilleux paysage, s'écrie maman. Est-ce que vous réalisez que bientôt vous l'aurez chaque jour sous les yeux? On arrive, annonce papa. Voilà le cimetière où est enterré oncle Benjamin. Lorsque nous habiterons ici, je promets solennellement de fleurir sa tombe chaque semaine pour le remercier, décrète maman. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrête devant une grille entourée de hauts murs. Un panneau accroché dessus annonce en lettres tarabiscotées « Villa Rose T ». Quel nom charmant, s'extasie maman. Avant même que le moteur ne s'éteigne, les portières arrière s'ouvrent et nous bondissons dehors, ma sœur et moi. L'instant d'après, agrippés aux barreaux rouillés, nous contemplons bouche bée ce qui va devenir notre chez nous. Une allée traverse le jardin en friche jusqu'à une grande maison blanche, couverte de rosiers grimpants. Tout autour foisonne une végétation échevelée, délirante, complètement revenue à l'état sauvage, comme si personne n'avait habité là depuis des siècles. Le château de la Belle au bois dormant devait ressembler à ça, en plus luxueux, évidemment. En fait, la Villa Rosté me fait penser à un décor de film. Un frisson me parcourt l'échine, car si je n'ai pas osé ajouter d'épouvante, je l'ai pensé. Il faut bien l'admettre, la Villa Rosté ressemble trait pour trait à un décor de film d'épouvante. « Est-ce qu'il y a des tigres dans cette jungle ?» s'informe Violette, très impressionnée, elle aussi. « T'es zinzin, toi? Des tigres en France? Pourquoi pas des éléphants tant que tu y es ?»« Vous ferez quand même attention où vous mettez les pieds, » recommande maman. « Parce qu'en France, même si on ne trouve ni tigre ni éléphant, on rencontre parfois des vipères. » Déjà, papa a sorti le trousseau de clés que lui a donné le notaire. Et lorsque la grille s'ouvre en grinçant, nous sommes si émus, tous les quatre, que nous n'osons pas avancer. « Bienvenue chez vous, mes chéris, » dit papa, d'une voix un peu enrouée. Ça vous intéresse pour l'instant? Chapitre 2. La Villa Rose T. Jamais, de toute ma vie, je n'ai vu autant de pièces. La Villa Rose T est un vrai labyrinthe de couloirs, d'escaliers, de recoins et de cagibis. Pour un peu, on s'y perdrait. Maman la parcourt au pas de course de haut en bas, et on l'entend parler toute seule. « Quelle saleté! Et ces toiles d'araignée! Il va falloir faire un grand ménage, aérer, repeindre. Oh, la jolie petite fenêtre! Et ces lambris! Oh, et ces plafonds! Oh, tiens, il y a une fissure dans ce mur. » Papa a un mal fou à la suivre, et quand il lui répond, elle ne l'écoute même pas. « Où est ma chambre ?» demande Violette en gambadant derrière eux.
Je les laisse grimper dans les étages et je reste tout seul au rez-de-chaussée. Leurs voix s'éteignent peu à peu, et je me retrouve bientôt dans le silence complet. Les maisons abandonnées, je ne connais rien de plus oppressant. On n'ose à peine y respirer. C'est comme si l'air avait un poids, une consistance. Dans cette épaisse immobilité, nous, avec nos mouvements, nos bruits, nos petites préoccupations de rien du tout, on se sent vraiment de trop. Un vaste salon s'ouvre devant moi, avec une porte-fenêtre qui donne sur le jardin. Je ne sais pas depuis combien de temps la Villa Rostée est inhabitée, mais ça ne doit pas dater d'hier. Les vitres sont si opaques que, malgré le soleil, elles ne laissent filtrer qu'une lumière grisâtre de crépuscule. Sur le parquet, il y a une telle couche de poussière que l'empreinte de nos chaussures y reste imprimée. On voit tout de suite qui est entré et où il a été. Cette marque-là, qui fait le tour, ce sont les tennis de maman. Et la semelle crantée ici appartient à papa. Cette toute petite, c'est Violette. Quant à ma trace, à moi, elle me suit pas à pas, comme une ombre. Je m'amuse à dessiner une piste avant de me retrouver nez à nez avec le grand miroir surplombant la cheminée. J'ai un peu de mal à me reconnaître dans ce reflet flou, tacheté de brun. Elle a raison, maman. Il va falloir un sacré nettoyage pour que cette maison soit habitable. Du bout des doigts, je frotte un coin de la glace. Ça y est, mes mains sont toutes noires. Mais au moins, je me vois nettement. Quelle tête! Un nez trop gros, des yeux trop petits, des boutons d'acné sur le front, des cheveux qui partent dans tous les sens. Une vraie caricature. Je suis occupée à me faire des grimaces quand un cri aigu retentit. « Si! Là! Si !» Vous l'entendez pas, mon cri aigu. « Cyril !» On va le faire pas aigu. C'est si saisissant ce hurlement dans le silence que j'ai l'impression que mon cœur se décroche. Mais déjà, Violet entre en trombe dans la pièce. « Ah, tu es là. Ça fait 1 heure que je te cherche. »« Qu'est-ce que tu me veux ? Tu m'as fait peur à brailler comme une folle. »« Viens vite, on a le droit de choisir nos chambres. » Sans attendre ma réponse, elle repart en courant. Après avoir inscrit « Zut à qui le lira » dans la crasse du miroir, je m'élance derrière elle. Au premier étage, il y a un corridor avec un tas de portes. Elles sont toutes ouvertes et maman, toujours suivie de papa, passe de l'une à l'autre avec des commentaires volubiles. L'orientation de celle-ci me plaît mieux, mais celle-là est plus belle. Par contre, celle d'à côté a un cabinet de toilette. Elle est basse de plafond, protesta papa. C'est vrai, mais avec son œil de bœuf. Mais son œil de bœuf est tellement charmant. Avec un rideau de dentelle, tu imagines l'effet ? Pendant qu'ils discutent, ma sœur me fait signe de la suivre. « Moi, je m'installe ici, » annonça-t-elle en m'entraînant dans une immense pièce très claire. À la voir si petite au milieu de cet espace gigantesque, j'éclate de rire. « C'est beaucoup trop grand pour toi. Tu es toute perdue là-dedans. »« Et alors, ça te dérange ? T'es jaloux ? » ?»« Moi, jaloux ? Non mais pour qui tu te prends, espèce de teigne ? Des chambres, il y en a autant qu'on veut. »« Oui, mais la mienne, c'est la seule avec un balcon. Ça, c'est de la provoque où je ne m'appelle plus Cyril. » Pff, tu peux bien le garder ton balcon, qu'est-ce que j'en ai à faire ? Ben, ce serait pratique pour laisser Rambo en liberté. Ah, d'accord, je vois où elle veut en venir. Tournant les talons, je lui crache par-dessus mon épaule. C'est mon hamster, ma vieille, pas le tien. Ne compte pas que je te le prête. Est-ce que je t'emprunte tes Barbies, moi ? Et pour bien lui montrer qu'elle me casse les pieds, je décide d'emménager à l'autre bout du couloir, dans la chambre la plus éloignée de la mienne. Pardon, c'était mon téléphone. Il fait du bruit. On va le mettre en silencieux. Voilà. Je suis en train de fureter dans mon nouveau domaine, les fenêtres grandes ouvertes, lorsqu'un drôle de bruit attire mon attention. Toc, toc, toc. On dirait des petits coups de marteau. Papa a déjà commencé les travaux ou quoi ? Bon, revenons à notre aménagement. Je vais mettre mon lit dans ce coin, mon bureau dans celui-ci, la cage de Rambo là. Oh, ici mon poster de Donjons et Dragons et... Oh, que c'est énervant ce toc-toc-toc persistant. Impossible de me concentrer. Je sors en coup de vent pour aller voir ce que fabriquent mes parents, mais j'ai beau fouiller toutes les pièces, il n'y a plus personne. Papa ! Maman !
Violette! Pas de réponse. Une vague d'inquiétude me serre l'estomac. Je me sens très seule, soudain. Ouh, où êtes-vous? Toc, toc, toc. On dirait que le tapotement vient de l'étage au-dessus. Ils ont dû monter. Je m'apprête à courir les rejoindre quand un éclat de rire s'élève du jardin. Intriguée, je me penche à la fenêtre. Mes parents et ma sœur, installés au milieu de ce qui fut une pelouse, et n'est plus aujourd'hui qu'un champ d'herbes folles, se préparent à pique-niquer. En m'apercevant, ils me font signe. « Grouille-toi » crie Violette. « Sinon, il ne restera plus rien à manger. » Bah, qu'est-ce que vous faites là? On déjeune, pardi. Le grand air nous a ouvert l'appétit, ajoute maman. Pas toi? Oh si, j'arrive. Abandonnant ma chambre et son intrigant petit bruit, je dégringole l'escalier 4 à 4. Chapitre 3. La statue au fond du parc. Lorsque j'arrive dans le jardin, papa et Violette, le nez en l'air, paraissent absorbés dans des calculs compliqués. 3 au premier étage de ce côté-ci, dit Violette, pointant son doigt vers la façade. Non, 2, réplique papa. La 3e, c'est celle de la salle de bain. Il compte le nombre de fenêtres, m'explique maman en me tendant un sandwich au poulet. Fais le tour de la villa, fiston, ajoute papa. Et dis-nous combien il y en a de l'autre côté. J'obéis aussitôt. C'est génial, non, d'avoir une maison avec tellement de fenêtres qu'on doive se mettre à plusieurs pour en faire l'inventaire. Si les copains de l'HLM le savaient ça. 3 aussi, plus une sur le pignon, la mienne. Donc ça fait 6 chambres. Et au second, la même chose, je suppose. 12 chambres, n'en revient pas maman. Vous rendez-vous compte, mes chéris? 12 chambres, 2 salles de bain, un salon grand comme un hall de gare, une salle à manger, une cuisine équipée d'un cellier. Ça nous change de notre F3, hein? Moi, je suis en train de me dire 12 chambres et que 2 salles de bain, c'est mal proportionné. Ah, j'ai oublié de vous dire l'année du livre. Peut-être que ça... Ah, je sais plus. 97,97 pour la publication. Il y a 30 ans. Hein. Pendant qu'elle parlait, j'ai continué à compter. Aussi, je me rectifie. Pas 12, main. 11 seulement. Tu es sûre? S'étonne papa. J'avais l'impression que les 2 étages étaient identiques. Bah non, regarde. Il n'y a rien au-dessus de ma fenêtre. Papa hoche la tête. Exact. De toute façon, cet étage-là, on ne s'en occupe pas pour le moment. Il y a déjà bien assez de boulot avec les pièces du rez-de-chaussée et du premier. Sans compter le parc qu'il va falloir entretenir, ajoute maman. Elle dit parc au lieu de jardin, et on voit tout de suite que ça lui fait plaisir. Elle doit avoir l'impression d'être une châtelaine. Que c'est beau, ces murs couverts de roses, murmure-t-elle en extase. Et quel parfum! Elle dédie un sourire radieux à papa. Pardon, ton commentaire me fait rire. Alors, papa lui rend son sourire. Quand les parents ont cette expression-là, ça signifie qu'ils ont envie d'être seuls. Du coup, je passe le bras autour des épaules de ma sœur. Viens, Violette, on va faire un tour. Bonne idée, dit papa. Allez explorer votre territoire. L'instant d'après, nous nous enfonçons dans la jungle, pendant que papa et maman y font des galipettes. C'est ça que ça veut dire. Je traduis. Les arbres sont si touffus qu'ils ne laissent pas passer les rayons du soleil. Il fait froid dans ce bois, dit Violette en frissonnant, et sombre, et humide. J'ai la chair de poule. Elle se frotte les bras pour se réchauffer. Et puis, c'est plein de ronces, gémit-elle. Bah, tu t'en fiches, avec ton jean et tes baskets, tu ne sens rien. Tu rigoles. Les épines me piquent à travers le tissu. Quelle douillette alors! Comme je suis sympa, je ramasse un bâton pour fouetter les plantes qui nous barrent la route. Tu n'as qu'à rester derrière moi, je t'ouvre le chemin. Durant un petit moment,
Elle suit en ronchonnant. Soudain, oh, regarde! Entre deux buissons, une minuscule clairière inondée de lumière vient d'apparaître. Violette en oublie sa mauvaise humeur. « Que c'est joli !» s'exclame-t-elle en battant des mains. À l'ombre d'un saule pleureur, de vieux bancs sont disposés en rond autour d'une statue. Bien que verdi par la mousse, le personnage de Pierre est intact. C'est une petite fille, habillée comme dans l'ancien temps et jouant avec un cerceau. Elle sourit. Un ruban retint ses longs cheveux et ses pieds sont chaussés de bottines de grand-mère. La trouvaille enchante Violette. On dirait Alice au pays des merveilles. Elle s'approche inspecter le socle de tout près. Viens voir, Cyril, son nom est marqué dessus. Emma, avril 1912. Tu crois qu'elle a vraiment existé? Je suppose. Peut-être qu'elle habitait ici. Moi, ça me plairait qu'on fasse ma statue, murmura rêveusement Violette. J'en parlerai à papa. Je pouffe de rire. Te fais pas d'illusions, ma vieille, t'es trop moche pour ça. J'adore taquiner ma sœur. Elle démarre toujours au quart de tour. Mais cette fois, c'est raté. Elle est tellement occupée à admirer Emma qu'elle ne tient même pas compte de ma remarque. Quel âge tu lui donnes, toi? Difficile à dire. 8, 9 ans. Elle aurait pu être notre copine. Elle vit toujours, à ton avis? Je fais un rapide calcul. Si elle avait 8 ans en 1912, aujourd'hui, elle doit avoir 93 ans. Elle est sûrement morte, ou alors c'est une très très vieille dame. Pour moi, ce sera toujours une petite fille, dit doucement Violette. Les voix de papa et maman résonnant dans le parc, nous ramènent à la réalité. Cyril, Violette, on rentre. L'instant d'après, encore sous le coup de notre découverte, nous refaisons le trajet en sens inverse. Et, perdue dans ses pensées, ma sœur ne râle pas une seule fois. Merci Lordiane pour ce commentaire. Chapitre 4. Ça y est, on est installé. Cyril, montre aux déménageurs où se trouvent les chambres. Et toi, Violette, ne reste pas dans nos jambes. Papa et maman sont très énervés. Faut dire qu'il y a de quoi. Ça fait 1 semaine qu'ils remplissent des cartons et, ce matin, ils se sont levés à l'aube pour terminer les derniers préparatifs. Alors, évidemment, ils manquent de sommeil. Pas étonnant qu'ils nous houspillent un peu. On a dit adieu, sans regret, à notre HLM, et avec un peu de tristesse à nos copains. Puis on est partis, ma sœur et moi, dans la voiture avec maman, et papa dans le camion de déménagement. À présent, tout le monde s'affaire, et la ville à roster, si longtemps silencieuse, ressemble à une ruche. Je me plaignais pas. Hein. Tandis que je pilote les 2 costauds à travers le dédale des couloirs, Violette boude dans son coin. Elle a horreur de se faire rabrouer. Bientôt, l'étage se meuble. Conscient de mon importance, je donne des directives aux déménageurs pour qu'ils installent mon lit, mon armoire et mon bureau aux emplacements prévus. Nettoyée et rangée, ma chambre n'a plus rien d'un taudis poussiéreux. On s'y sent merveilleusement bien, Rambo et moi. Je suis en train de puniser mes posters de manga quand un appel retentit dans le couloir. « Violette, où es-tu » Puis ma porte s'ouvre. « Tu n'as pas vu ta sœur, Cyril » demande maman. « Elle n'est pas en bas, dans le salon ?»« Non, j'ai fouillé partout. Il faudrait qu'elle s'occupe un peu de sa chambre. »« Et dans le jardin, tu as regardé ?» Maman hoche la tête. « Elle ne s'est pas volatilisée tout de même. » Je réfléchis un instant, puis une idée germe dans mon cerveau. Je crois que je sais où la trouver. 30 secondes plus tard, je traverse le bois au pas de course. Ma sœur est bien là, où je l'imaginais, dans la petite clairière. Assise sur l'un des bancs, elle fredonne une comptine, les yeux perdus dans le vague. Un merle noir au bec jaune, perché sur le cerceau de la statue, lui tient compagnie. Il chante lui aussi à pleine gorge.
Mon arrivée interrompt la comptine et met l'oiseau en fuite. « Qu'est-ce que tu fiches là, Violette? Maman a besoin de toi. On est tous au boulot et mademoiselle se prélasse. » Ma sœur me lance un regard mauvais. Je reste avec Emma. Elle, au moins, elle ne me bouscule pas. Forcément, faut être en pierre pour te supporter. Déjà, j'ai fait volte-face et je repars en sens inverse, jetant par-dessus mon épaule. « En tout cas, t'as intérêt à te dépêcher de rentrer, maman est furax. »« Je viendrai si je veux, d'abord. »« Oh, je m'en fiche, mais je te conseille de ranger ta chambre avant de te coucher. Toutes tes affaires sont entassées sur ton lit. » Moi, l'excitation, ça me donne des insomnies. Il est au moins minuit et je n'arrive pas à fermer l'œil. La lune, en pénétrant par la fenêtre sans rideau, fait surgir de l'ombre des bribes de mon univers. Un coin du mur fraîchement repeint en jaune, une tranche de parquet, mon bureau, ma console de jeu, une portion d'étagère où s'alignent mes livres. Avoir sa chambre à soi tout seul, c'est merveilleux. Hier encore, dans notre ancien appartement, je partageais une pièce minuscule avec Violette. J'étais bien obligée de supporter son désordre, et quand elle ronflait, elle me réveillait. Dans sa cage, Rambo s'affaire. J'entends ses petites dents ronger des céréales. A-t-on idée de manger à une heure pareille? Arrête, Rambo! Tu m'empêches de dormir. Le hamster s'en fiche et continue à grignoter imperturbablement. Lorsque soudain, toc, 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 je me redresse d'un bond. Ça y est, ça recommence. Le même petit bruit que l'autre jour, mais amplifié par le silence et l'obscurité. Toc, toc, toc. J'allume la lampe de chevet, je me lève, je vais à la fenêtre. Dans le noir, le parc a quelque chose d'effrayant. Si le clair de lune permet de distinguer les abords de la villa, le bois, en revanche, n'est qu'une masse sombre, hostile et pleine de mystères. Pour rien au monde, je ne voudrais m'y promener en pleine nuit. Toc, toc, toc. Et ce tapotement qui continue. Il faut absolument faire quelque chose. Appeler papa, par exemple. Oui, mais à cette heure-ci, papa ronfle. Et comme il a eu une dure journée, si je l'éveille, bonjour l'engueulade. Trouvons autre chose. Des boules qui est. Bonne idée. Il y en a toujours dans la pharmacie. Avec ça dans les oreilles, même un cyclone, on ne l'entend pas. À pas de loup, je me dirige vers la salle de bain. Le plancher craque, les portes grincent. Y a de quoi vous donner la pétoche? La salle de bain est un vrai capharnaüm. Maman n'a pas encore eu le temps de la ranger. Dans laquelle de ces caisses empilées les unes sur les autres se trouve la pharmacie. Pfff, ce n'est même pas la peine de chercher. Autant entreprendre des fouilles archéologiques. Je retourne bredouille dans ma chambre. Toc, toc, toc. Oh, et puis zut, j'en aurais le cœur net. Je ne suis pas une poule mouillée, quand même. Ce petit bruit, ce n'est sans doute rien du tout. Juste, je sais pas moi, un robinet qui coule ou un volet qui claque. Si je veux que ça s'arrête, il faut d'abord que je sache d'où ça vient. Prenant mon courage à deux mains, je me dirige vers l'escalier.